Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui va concerner la programmation orientée objet en Swift. Et dans cette vidéo, nous allons voir les classes qui sont la base de la programmation orientée objet. Donc comme on l'a vu précédemment, une classe, c'est un fichier qui va représenter un objet. Elle va posséder ses caractéristiques et ses fonctionnalités. Voici comment on déclare une classe en Swift. On utilise le mot-clé classe. Donc on écrit d'abord classe suivi du nom que vous lui donnez en le faisant commencer par une majuscule comme on a vu dans la vidéo précédente par convention. Ensuite, vous ouvrez une accolade. À l'intérieur, vous allez mettre votre code qui va donc contenir les fonctionnalités et les caractéristiques de votre objet. Et enfin, vous fermez par une accolade fermante. Voyons maintenant un peu de vocabulaire et de convention. En programmation orientée objet, les caractéristiques d'un objet sont appelées des attributs. Ce sont en fait des variables comme on en a déclaré jusqu'à maintenant, sauf qu'en programmation orientée objet, elles portent un autre nom, ce sont des attributs. De même, pour les fonctionnalités, on les appelle des méthodes. Ce sont comme des fonctions que l'on a déclarées jusqu'à maintenant, sauf qu'ici elles portent le nom de méthode. Et par convention, on écrira d'abord les attributs et ensuite les méthodes au sein d'une classe. Donc dans la vidéo précédente, on a commencé par déclarer un fichier livre, qui va donc contenir la classe représentant un objet livre, et je vais vous montrer un exemple de cette classe avec des attributs. Donc ça sera la première partie pour les attributs, car après il y en a une deuxième, mais c'est pour plus tard lorsqu'on verra le constructeur d'un objet. Donc en attendant, voici la classe livre avec des attributs. On écrit donc le mot-clé classe suivi de son nom, c'est-à-dire livre avec une majuscule, on ouvre une accolade, et on commence à mettre notre premier attribut, notre deuxième attribut, notre troisième attribut, on peut évidemment mettre autant d'attributs que l'on veut. Ensuite, on ferme notre classe. Après les attributs viendra bien sûr les méthodes. Donc comme vous pouvez le voir, les attributs sont tout simplement des variables qui sont typées explicitement, c'est bien important de typer vos attributs explicitement. Et ici, elles sont affectées à une valeur. Dans une deuxième partie, nous verrons qu'on n'est pas obligé de les affecter au sein de la classe, mais au sein d'un constructeur. Donc voici notre classe livre avec trois attributs, qui sont en fait trois variables. De même, dans la classe livre, on va trouver des méthodes, et donc voici la classe livre avec des méthodes. Donc on a toujours notre classe avec le nom qu'elle porte, ça ne change pas, ouverture d'une accolade, suivi de nos attributs, ce qu'on a mis précédemment, et ensuite vos méthodes qui sont donc des fonctions. Donc une première méthode, avec des instructions à l'intérieur, puis une deuxième méthode, avec encore des instructions à l'intérieur, et on peut mettre évidemment autant de méthodes que l'on veut. Et ensuite, on termine par l'accolade fermante. Donc vous voyez que les méthodes sont tout simplement des fonctions. Donc une classe en gros va contenir des variables et des fonctions, mais rappelez-vous que l'on parle d'attributs et de méthodes. Donc nous voici sur Xcode dans notre fichier main.swift. La dernière fois, on avait déclaré livre.swift, donc ici, et nous allons commencer par écrire la classe livre. Donc on commence avec le mot-clé classe, suivi du nom de la classe avec un L majuscule, livre, on ouvre une accolade, et à l'intérieur, on va mettre nos premiers attributs. Donc ici, on va les affecter à une valeur, et j'ai choisi comme livre DaVinci Code de Dan Brown. Alors avant de commencer, je tiens à vous dire que la classe livre qu'on va faire avec les méthodes et les attributs, eh bien ça concerne un livre dans une bibliothèque. Ça veut dire que c'est un livre qui va pouvoir être emprunté, ou qui va pouvoir être rendu, et où on va pouvoir connaître qui c'est qui l'a emprunté, toutes les infos de ce livre, et est-ce qu'il est emprunté ou non. Donc un vrai système de gestion de livres dans une bibliothèque. Commençons par le premier attribut, qui va être l'auteur du livre. Donc var, suivi du nom de la variable, typé explicitement, vous avez l'habitude, et affecté à une valeur, donc à une chaîne de caractères, et ici, ça va être Dan Brown, qui est l'auteur du livre dont on va se servir pour cet exemple. Ensuite vient le titre du livre, toujours de type string, et qui s'appelle DaVinci Code, qui est un très bon livre au passage. Ensuite, l'éditeur, donc je vais mettre l'éditeur français, donc évidemment j'ai pris les informations sur internet, je ne retiens pas toutes ces caractéristiques. Et il s'agit de Jean-Claude Lattès. Voilà. On peut par exemple rajouter l'année de parution du livre. Donc de type int, cette fois-ci, qui est de 2003. On peut aussi rajouter le nombre de pages, toujours de type int. Il en fait 571. Là encore une fois, j'ai pris sur internet évidemment. Et à cela, on va rajouter deux autres attributs. Donc je vais sauter une ligne pour bien les distinguer. Ces attributs-là ne représentent pas en fait le livre, ils vont représenter les interactions que peut avoir l'objet avec le monde extérieur de la bibliothèque. Donc il va y avoir un attribut de type booléen, donc qui prend la valeur true ou false, vrai ou faux, et qui va nous dire si le livre a été emprunté ou non. Donc une variable emprunt
de type booléen, donc bool, affecté d'abord à false. Parce que quand on commence à créer notre livre, il n'a toujours pas été emprunté. C'est comme s'il venait d'être rangé dans la bibliothèque. Puis nous allons déclarer une autre variable qui cette fois-ci va être de type string et va contenir le nom du possesseur qui a emprunté le livre. Et par défaut, comme le livre vient d'être mis dans la bibliothèque, on va écrire aucune personne. Donc je vous demanderai d'écrire comme je fais ici pour ensuite ne pas avoir de problème lorsqu'on va créer nos méthodes et faire des opérations sur ces attributs. Donc voilà la structure de base de notre classe libre avec ses attributs. Dans une deuxième partie, comme je vous l'ai dit, nous verrons que nous ne sommes pas obligés de déclarer les attributs à cet endroit-là. Maintenant, nous allons écrire quelques méthodes et nous allons commencer par une première méthode qui s'appelle est-libre et qui va nous dire si le livre est libre ou non. Évidemment, s'il est libre, on peut l'emprunter. S'il n'est pas libre, on ne peut pas l'emprunter. Donc écrivons notre méthode qui est une fonction. Donc vous savez écrire une fonction qu'on va appeler est-libre avec le couple de parenthèses. Donc c'est une fonction sans argument, mais qui va renvoyer une chaîne de caractères. Il va y avoir écrit si le livre est libre ou non. Donc ça renvoie de type string. Vous connaissez ça. On ouvre l'accolade et à l'intérieur, nous allons faire une petite condition et nous allons tester si notre booléen emprunt est vrai, ça veut dire qu'il a été emprunté, alors le livre n'est pas libre. En revanche, si le booléen emprunt est à faux, c'est qu'on peut l'emprunter. Donc on va tester si le livre a été emprunté ou non pour savoir s'il est libre ou non. Et donc il me semble vous l'avoir dit dans une vidéo, mais pour un booléen, on n'est pas obligé de marquer si notre attribut emprunt est égal à true, c'est-à-dire est vrai, on peut directement marquer si l'emprunt tout court, et ça va tester automatiquement si c'est égal à vrai ou non. Donc après cette condition, on ouvre une accolade et à l'intérieur, on va retourner avec le mot-clé return, comme on a vu dans la vidéo sur les fonctions, une chaîne de caractères où il va y avoir marqué le livre n'est pas libre, parce que ici, on considère qu'il a été emprunté. Évidemment, c'est mieux de mettre le titre du livre pour savoir quel livre n'est pas libre. Du coup, on va concaténer avec le signe plus, comme toujours, et notre attribut qui va être ici le titre. Donc ici, plus titre, encore une concaténation, puis le reste de notre phrase. Le livre, donc ici DaVinci Code, n'est pas libre. Ensuite, on va rajouter un else, et dans ce else-là, ça veut dire que l'emprunt est à faux, donc que du coup le livre est libre, et on va retourner le livre DaVinci Code est libre. Et pour cela, on va tout simplement changer la phrase ici. On va mettre est libre. Donc voilà le corps de notre première méthode qui se charge de renvoyer si le livre est libre ou non. Donc ensuite on va créer une deuxième méthode que l'on va appeler emprunt. Donc func, le nom de la méthode, des parenthèses pour l'instant sans argument, après on en mettra un, on va savoir par qui il a été emprunté. Et pour l'instant cette fonction ne renvoie rien, elle va juste se charger d'afficher à la console fonction empruntée pour nous indiquer de quelle fonction il s'agit. C'est simplement une sorte de test parce que pour la fonction empruntée, nous allons avoir besoin d'éléments qu'on n'a pas encore vus. Donc pour l'instant, la fonction emprunt, elle se charge uniquement de faire cela. Alors oui, évidemment, je ne peux pas l'appeler emprunt parce que j'ai déjà ma variable qui s'appelle emprunt. Donc là, c'est une erreur de ma part. On va l'appeler emprunté. Voilà. Comme ça, on distingue bien les deux et il n'y a pas de confusion. Donc pour l'instant, on va s'arrêter là pour notre classe livre. Et nous allons voir maintenant comment appeler notre objet livre, c'est-à-dire le déclarer, et jongler avec ses caractéristiques et méthodes. Voyons maintenant comment créer ou appeler un objet. La création d'un objet, donc de l'instance de classe, va se faire dans le fichier main.swift et non dans le fichier livre.swift. En Swift, pour créer un objet, on va utiliser la syntaxe suivante. On déclare une constante que l'on appelle comme on veut du nom de l'objet, et on l'affecte au nom de notre classe suivi d'un couple de parenthèses. Et donc ceci veut dire que votre constante va contenir votre objet. Donc ici, il s'agit d'une constante et non d'une variable, car votre objet n'est pas amené à changer de case mémoire au cours du programme. C'est tout le temps votre constante mon objet qui va contenir votre objet qui correspond à la classe. Donc dans le cas du livre, cela donnerait mon livre est égal au nom de la classe livre, avec donc une majuscule, suivi d'un couple de parenthèses. Tout simplement, voilà comment on déclare un objet en Swift. Et maintenant, votre constante mon livre contient l'ensemble des caractéristiques et des fonctionnalités, donc des attributs et des méthodes, de votre objet livre. Et à partir de là, on peut donc utiliser cet objet. Donc utiliser ses fonctionnalités et donc les exécuter. Et pour utiliser les fonctionnalités d'un objet, pour faire appel à ces méthodes, eh bien on utilise la syntaxe suivante. On écrit le nom
de notre objet, ou plutôt le nom de notre constante qui a pris l'objet tout à l'heure, donc ici mon objet, suivi d'un point, puis suivi du nom de la méthode qui correspond à l'objet. Donc en fait, quand vous rajoutez le point après le nom de votre objet, ça signifie que vous allez faire appel à une des fonctionnalités qui est à l'intérieur de l'objet. Donc dans votre objet livre, par exemple, il y aura la méthode emprunter. Eh bien, dans le fichier main.swift, quand on va utiliser cet objet, car l'objet s'utilise toujours dans le fichier main.swift, juste après qu'on l'ait déclaré, eh bien on va faire notre objet point emprunter suivi d'un couple de parenthèses. Donc dans le cas du livre, cela donnerait mon livre point emprunter. Voilà comment on a accès aux fonctionnalités d'un objet, tout simplement en se servant du point entre le nom de l'objet de la constante et sa fonctionnalité. Alors bien sûr, ça marche avec les fonctionnalités, mais ça marche aussi avec les attributs. Mais c'est moins courant parce que ça n'est pas très propre. Vous voyez, un attribut est vraiment destiné à l'objet. On ne devrait pas pouvoir y accéder. Seul l'objet a ces attributs-là. On ne devrait pas pouvoir agir dessus juste en appelant tout de suite l'attribut. Mais c'est quelque chose de possible, en tout cas en Swift, et on peut le faire de cette manière. Toujours de la même manière, mon objet suivi du nom de l'attribut. Donc ici, il n'y a pas de parenthèse, car c'est un attribut et non une méthode, donc une variable et non une fonction. Donc juste le nom de l'attribut, ça suffit et ça permet de récupérer la valeur que contient l'attribut. Donc après, on peut le modifier, la stocker, on peut faire ce que l'on veut. Mais comme je vous l'ai dit, ça n'est pas très courant et pas très propre. Et donc on peut se dire, mais alors comment fait-on pour changer la valeur d'un attribut? Eh bien en fait, on peut avoir accès à cet attribut grâce à une autre fonctionnalité qu'on implémente dans l'objet, qui est spécialisée dans la récupération de l'attribut. Donc du coup, ça serait par exemple mon objet, point, avoir attribut, suivi d'un couple de parenthèses. Et notre méthode avoir attribut qui se situe dans l'objet nous renverrait l'attribut. C'est plus propre que d'appeler directement l'attribut sur l'objet. Et en programmation, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Et une petite parenthèse là-dessus, lorsque des méthodes de l'objet appellent ces attributs, eh bien, on donne souvent le diminutif de get à notre fonction. Par exemple, si on veut avoir l'attribut du nombre de pages, eh bien, notre méthode va s'appeler get nombre de pages. C'est souvent ce petit préfixe get qui veut dire obtenir, posséder, que l'on met avant le nom de la fonction pour montrer que l'on récupère bien un attribut. Il existe également un autre préfixe, le préfixe set, S-E-T, qui cette fois-ci veut dire qu'on va modifier l'attribut. Mais on aura le temps de voir ça plus tard, c'est simplement une certaine habitude qu'ont les programmeurs en programmation orientée objet et vous verrez que c'est très pratique. Revenons donc à notre projet et nous allons déclarer l'objet. Donc pour cela, on va changer de fichier, on va aller dans main.swift. Donc on va appeler une constante mon livre, voilà, que l'on va affecter à notre objet livre. Donc ici on écrit livre, suivi d'un couple de parenthèses. Et voilà, mon livre contient maintenant notre objet livre. Et maintenant nous allons utiliser cet objet. Rappelez-vous que dans la classe livre, on a la méthode emprunter qui est censée nous afficher fonction empruntée. Donc du coup, on va essayer de l'appeler pour voir si elle nous affiche bien ce qu'il faut. Donc on écrit mon livre, la constante qui contient notre objet, suivi d'un point, et là vous voyez que Xcode nous met tout un dictionnaire où l'on peut choisir les caractéristiques ou les fonctionnalités de notre objet. En l'occurrence ici on veut emprunter, donc on va choisir emprunter. Et voilà, mon livre.emprunter est censé nous afficher à la console fonction empruntée, comme on a mis dans la classe. Donc je vais monter un peu la console pour voir le résultat, voilà. Et je vais maintenant exécuter le programme. Et regardez, il s'affiche fonction empruntée. Donc là, on a utilisé une fonctionnalité de l'objet dans le fichier main.swift et on a obtenu le résultat que l'on attendait. Alors maintenant, on va tester avec une autre fonction, la fonction est-libre. Donc rappelez-vous que l'on a initialisé notre attribut emprunt à faux. Donc normalement, il est censé nous renvoyer le livre DaVinci Code est libre. Je teste ce programme, et on peut voir ici que la console a disparu, et cela est normal car dans ma classe livre, je retourne une chaîne de caractères, mais il faut encore que je l'affiche, cette chaîne-là. Donc du coup, on va mettre mon livre.estLibre au sein des parenthèses de la fonction print, comme ceci. Et maintenant, je vais réexécuter mon programme, et cette fois-ci, il va bien y avoir affiché le livre DaVinci Code est libre. J'exécute, et voilà, le livre DaVinci Code est libre. Donc voilà comment on peut utiliser un objet dans le fichier main en appelant les fonctionnalités qui se trouvent dans la classe livre. Alors essayons avec un attribut, je vous ai dit que c'était pas très courant de le faire mais on peut essayer. Par exemple si je veux afficher l'attribut du nombre de pages, je peux mettre mon livre suivi d'un point puis du nombre de pages. Alors il est là, voilà, nombre de pages, et ici je vais afficher le nombre de pages du livre. Donc il est censé s'afficher 571. J'exécute et il s'affiche bien 571. Donc vous avez compris comment marche la communication entre notre fichier main et notre classe.
Nous arrivons maintenant à la dernière partie de la vidéo qui va être un peu plus complexe, et c'est la deuxième manière de mettre nos attributs. Donc il est possible qu'une classe possède des attributs sans initialisation, comme je vous l'ai dit. Voici comment ça se passe. On a notre classe livre avec l'accolade ouvrante, et nos attributs simplement typés explicitement, c'est-à-dire sans une affectation de valeur. Eh bien cela est possible à l'aide de ce qu'on appelle un constructeur. Alors un constructeur, qu'on appelle initialiseur, qui vient de initializer en anglais, eh bien en fait, c'est une méthode, une fonctionnalité qui va construire l'objet. Et on la place après les attributs et avant les fonctionnalités, car comme il s'agit d'une méthode, c'est un peu la méthode maître de la classe, donc elle est juste avant les fonctionnalités. Il peut avoir des paramètres qui seront donc les valeurs affectées aux attributs de l'objet, étant donné qu'on ne les a pas affectés comme on a fait dans la première manière, ou alors il peut avoir aucun paramètre, et dans ce cas, les attributs sont initialisés dans la classe comme on a fait tout à l'heure. Donc c'est plus intéressant s'il possède des paramètres bien évidemment. Donc voici comment se déclare un constructeur en Swift. Il se place dans la classe et il est identifié par son nom de méthode qui est init, qui vient de initializer. Donc voici le schéma général, on a notre classe livre avec nos attributs qui ne sont pas initialisés, puis ensuite vient après init, donc c'est une fonction, vous voyez, avec des initialisations à l'intérieur et une accolade fermante tout simplement. Et ensuite évidemment vos méthodes et la fin de la classe. Le constructeur est une méthode que vous ne pouvez pas appeler comme vous voulez. Il doit à tout prix s'appeler init, I-N-I-T, comme dans l'exemple sur votre écran. Voyons d'abord le constructeur avec paramètres. Il permet de définir des caractéristiques dès la création de l'objet. On note donc init comme on a fait, et dans ces parenthèses, le nom de notre premier paramètre, suivi de 2 points puis de son type, séparé par une virgule, le nom du deuxième paramètre, 2 points, son type, et etc., etc. Comme dans une fonction, vous avez l'habitude. À l'intérieur de ce constructeur, on va donc appeler les attributs de la classe et leur affecter les valeurs qu'il y a dans les paramètres de la fonction init. Sauf qu'il est possible que dans vos paramètres, vous ayez un paramètre qui porte le même nom qu'un attribut qui est dans la classe. Et bien pour les différencier, il y a un petit mot-clé qui s'appelle le mot-clé self, qui correspond au this en Java, et qui permet d'identifier la variable comme appartenant à la classe. Et cela va permettre au programme de ne pas confondre un attribut de la classe et un attribut passé en paramètre de la fonction init. Donc voici un corps de la fonction init, le mot-clé self, suivi du nom 1. Alors ce nom 1 là correspond à notre attribut de classe qui va être affecté au nom 1, et ce nom 1 là, celui qui est après le égal, correspond au nom du paramètre dans la fonction init. Et on initialise tous nos attributs comme ça, évidemment on peut en avoir autant qu'on veut, on termine par une accolade fermante. Donc le mot-clé self, comme je vous l'ai dit, ça a la même signification que le this en Java. Il permet de montrer que la valeur dont il est question appartient à la classe que l'on est en train de traiter. Donc évidemment, même si vous n'utilisez pas le même nom dans les paramètres et les attributs, c'est toujours bien de le mettre, car il est plus facile pour vous après de vous y retrouver lorsque vous identifierez le fonctionnement de votre constructeur. Avec un constructeur possédant des paramètres, l'appel d'un objet change. En effet, il ne s'agit plus de let mon objet égale l'objet suivi de parenthèses. Il va s'agir cette fois-ci de la constante, toujours mon objet, affecté toujours à notre classe, mais cette fois-ci, dans les parenthèses, on va mettre le nom des paramètres du constructeur. Donc si le constructeur a 2 attributs, eh bien, lors de la déclaration, on va mettre dans les parenthèses 2 attributs, le nom de notre premier attribut suivi de 2 points et de la valeur, le nom du deuxième attribut suivi de 2 points et de la valeur qu'on lui donne, etc., etc. Donc là, il n'est pas question de type, simplement du nom de l'attribut et de la valeur. Donc le nom que vous donnez lors de l'appel doit évidemment correspondre au nom qu'il y a dans la fonction init de votre classe. Nous verrons tout cela juste après. Et bien évidemment, je n'en parlerai pas, mais on peut avoir un constructeur sans paramètres, mais ça n'est pas très intéressant. Dans ce cas, l'appel de l'objet ne change pas, ça reste des parenthèses vides, comme avant, et la fonction init dans votre classe a aussi aucun argument dans ces parenthèses, simplement la déclaration des variables comme on a fait jusqu'à présent. Donc nous allons nous concentrer sur un constructeur avec des paramètres. Rajoutons donc un constructeur à notre classe livre. Donc je retourne dans la classe livre et nous allons créer un constructeur avec init. Donc juste avant les fonctionnalités, ici, je déclare mon constructeur init, des parenthèses, une ouverture d'accolade pour les initialisations, et à l'intérieur, nous allons mettre nos arguments. Donc il y a l'auteur, rappelez-vous qu'on met le nom de l'argument suivi de 2 points et de son type, qui est de type string, puis ensuite il y a le titre, suivi de 2 points et de son type. Ensuite, il y a l'éditeur, éditeur, toujours pareil, 2 points de type string. Puis ensuite l'année, de type int, et vous l'avez compris, on continue ainsi de suite. Le nombre de pages, nb page, de type int, et c'est tout. En effet,
Les variables emprunt et possesseur auront toujours cet état-là lorsqu'un objet est déclaré, donc on n'a pas besoin de modifier ces attributs-là lorsqu'on crée notre objet. Voilà pourquoi ces deux variables ne sont pas dans les paramètres du constructeur. Réalisons maintenant nos initialisations. À l'intérieur, nous allons, avec le mot-clé self, identifier l'auteur de notre classe, et nous allons l'affecter à auteur qui correspond au nom du paramètre dans le constructeur. Donc vous allez faire ceci avec tous les paramètres du constructeur et ça va vous donner quelque chose qui ressemble à cela. Donc maintenant, comme on a un constructeur, on va pouvoir enlever les affectations de nos variables dans la classe, c'est-à-dire Dan Brown, DaVinci Code, Jean-Claude Lattès et toutes les affectations que l'on avait mis précédemment. Car ces affectations-là, on va les mettre lorsque l'on va créer notre objet dans les parenthèses de sa déclaration. Évidemment, comme emprunt et possesseur ne sont pas dans le constructeur, on laisse leur affectation. Et nous allons maintenant passer à notre fichier main.swift pour redéclarer correctement notre objet. Donc nous voilà dans main.swift et vous voyez Xcode nous l'indique qu'ici il manque des arguments dans les parenthèses de notre objet. Donc comme je vous l'ai dit, vous mettez le nom de votre premier paramètre, c'est-à-dire l'auteur, évidemment. Xcode vous dit tout ce qu'il faut placer, suivi de son nom, donc ici Dan Brown, et vous refaites la même manipulation que tout à l'heure, mais cette fois-ci dans le constructeur. Ce qui vous donne quelque chose comme ça. Alors oui, j'ai dû recadrer la zone de votre écran, car sinon, une partie du constructeur vous était cachée, donc j'ai rectifié cela. Et donc là, on a déclaré notre livre et ses caractéristiques dans le fichier main, et notre constructeur de la classe va récupérer ces caractéristiques et les affecter aux attributs de notre classe. Donc je vais relever la console, car on va re-exécuter la même instruction. Voilà, et quand je vais exécuter le programme, il va y avoir encore une fois marqué 571. Donc je vais effacer ce qu'il y a à la console, voilà, et je vais maintenant lancer le programme, et il s'affiche bien 571. Donc la méthode avec le constructeur avec paramètres marche tout aussi bien que l'autre, sauf qu'elle est plus pratique, car rien ne m'empêche de déclarer maintenant un deuxième livre ou un troisième livre avec des paramètres différents, donc un auteur différent, un titre différent. Il me suffit tout simplement de recopier cette ligne plusieurs fois, de changer le nom de ma constante, pour ne pas que ce soit confondu, par exemple mon livre 2, et je peux très bien ajouter ici un autre auteur, un autre titre, un autre éditeur, et me faire tout un rayon de livres contenus dans une bibliothèque justement. Et là on est au cœur de la programmation orientée objet et de la construction d'un objet et de son utilisation. Donc voilà ce qu'on peut retenir du constructeur avec paramètres, que l'appel de l'objet change, elle se fait comme ceci, et dans la classe livre.swift, donc voilà, le constructeur initialise les attributs de notre classe. Voilà comment fonctionne la base de cette programmation. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir visionnée. Dans la prochaine, nous verrons les structures, qui sont une autre structure de données un peu comme les classes mais avec des différences, et aussi la surcharge de méthodes. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.